Salut à tous, bienvenue dans le cinéma de Robin. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'extraterrestres et d'apartheid, je voulais vous parler de District 9. Pour commencer, voici un résumé de l'histoire. Le film se passe à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il y a plus de 20 ans, un vaisseau spatial en panne s'est retrouvé bloqué dans le ciel. Les extraterrestres ont alors demandé un droit d'asile aux habitants de la Terre. Une fois ce droit accordé, ils ont été installés dans un camp de la banlieue de Johannesburg, le District 9, le 9e district en français. Au fil des ans, la situation s'est dégradée, des trafics en tout genre entre humains et extraterrestres sont apparus, leur camp est devenu un véritable bidonville, et le voisinage se montre de plus en plus hostile à leur égard. Un homme, du nom de Vicus, est chargé par le Bureau des Affaires Aliens de rediriger les nouveaux habitants, surnommés les crevettes par l'intolérance générale, vers un autre camp d'habitation. Lors de sa mission, il entrera en contact avec un génome alien qui modifiera de plus en plus son ADN, le faisant ressembler aux extraterrestres qu'il est censé déporter. Son regard sur le système qu'il défend et sur les victimes de ce dernier va de plus en plus évoluer. Réalisé en 2009 par Neil Blomkamp, qui réalisera plus tard Elysium avec Matt Damon en 2013 et Chappie avec Dev Patel en 2015, District 9 est un film d'une grande ambition politique et esthétique. Le film bénéficie d'une direction artistique rugueuse et organique et d'un réalisme moral et politique qui s'est grandement fait remarquer au moment de sa sortie. District 9 est réalisé sur la base d'un court-métrage nommé Alive in Joburg, réalisé par Neil Blomkamp, lui-même sorti en 2006. Le début du long-métrage est filmé dans un style mêlant le faux documentaire et le found footage, des images retrouvées et remontées pour qu'elles dévoilent leur narration. Un mélange des styles entre fiction et documentaire fut un des points forts de la réussite de District 9. C'est comme si vous découvriez une seule histoire à travers plusieurs médias, comme sur Internet ou sur les chaînes d'information en continu actuelles, comme l'a confié son réalisateur. Certaines images d'archives de l'Afrique du Sud ont été réutilisées pour donner ce côté journalistique et réaliste au film. Il y a dans ce pays une pollution généralisée, une misère quasi globale, des barbelés, de la poussière, des mauvaises herbes, etc. Et surtout, le film a été tourné pendant l'hiver, car pendant cette période, les lieux de tournage en extérieur étaient bien plus secs, plus rugueux, plus désertiques. Neil Blomkamp a décidé de poser sa caméra dans son Afrique du Sud natale pour dépoussiérer le cinéma de science-fiction ainsi que les films d'invasion extraterrestre. Au lieu de voir les États-Unis être bombardés, place maintenant au ghetto hostile, au réalisme cru, à la chaleur et à la terre de l'Afrique du Sud. Le réalisateur a voulu remplacer son premier long-métrage dans le contexte de l'apartheid, dont il a connu la fin dans son enfance, jusqu'à ce que la violence et la misère ne poussent sa mère à déménager et à fuir jusqu'au Canada. Neil Blomkamp souhaitait raconter l'histoire d'un pays dont presque personne ne parle, mais dont les traces et les traumatismes de la ségrégation raciale et ethnique sont encore très présents. La majeure partie du film, surtout les prises de vue dans le district, ont été tournées à Tiawelo, un des quartiers les plus iconiques de l'histoire de l'apartheid et lieu de naissance de Nelson Mandela. Le directeur artistique précise que l'équipe artistique de District 9 ont eux-mêmes acheté les cabanes et les ont reconstruites. Cela leur a permis de gagner du temps sur la création des décors. Le film est produit par Peter Jackson, qui s'est également occupé de travailler sur la représentation des créatures grâce à la société d'effets visuels de Weta Workshop, qui avait déjà fait leurs preuves sur Le Seigneur des Anneaux. Il y a également une dimension transmédiatique dans District 9. J'entends par là le mélange des médias et donc des influences, de par la présence d'armes à feu du futur, de grands robots comme des mechas japonais, l'évolution dans des décors rappelant les meilleurs jeux vidéo d'action, le mélange d'images d'archives réelles et fictives avec des prises de vue dans le style faux documentaire qui permet de créer une ambivalence dans la narration, tout cela est une véritable prise d'indépendance face au blockbuster des États-Unis et un véritable coup d'éclat dans le cinéma science-fiction engagé. Mais District 9 est aussi généralement regardé avec tristesse par bon nombre de cinéphiles et de geeks, car Neil Blomkamp avait déjà été approché pour créer l'adaptation du jeu vidéo Halo au cinéma, grâce à ses réalisations novatrices et talentueuses dans la publicité, surtout pour la marque Citroën en 2004, soit 3 ans avant le premier Transformers, et par la présence de ses courts-métrages sur la plateforme YouTube qui émergeait à l'époque, comme Alive in Joburg dont on a déjà parlé.
Les studios ont fait table rase des souhaits et des ambitions de Neil Blomkamp et de Peter Jackson, qui avaient déjà approché le réalisateur de District 9. Les rapports entre les grands studios hollywoodiens ont été très décevants pour Blomkamp, qui a tout de même laissé une trace de son travail sur Halo dans le court-métrage Halo Landfall, qui est disponible sur YouTube. Malgré tout cela, Peter Jackson a insisté pour travailler avec Neil Blomkamp, qui a proposé une adaptation au long-métrage de Alive in Joburg sur grand écran, avec des éléments et des décors prévus pour le film Halo. District 9 représente donc l'émergence d'un auteur, d'un créateur fascinant, adoubé par les meilleurs réalisateurs du moment, et la promesse d'un cinéma indépendant, ambitieux, tourné vers l'avenir et ouvert à la nouveauté, mais tout a été écrasé par les studios. Évidemment, Peter Jackson y est beaucoup pour le succès de District 9, mais sans lui, les ambitions de réalisation de Blomkamp sont restées modestes. La faute à l'exigence exubérante de ce réalisateur et par le fait qu'il n'arrivait jamais à s'accorder avec ses producteurs. Neil Blomkamp sera également approché pour réaliser Alien 5, mais son exigence et l'incapacité pour les studios à être malléables lui feront abandonner le projet. District 9 remportera 200 millions de dollars au box-office pour 30 millions de dollars de budget, mais ne donnera jamais naissance à ce cinéma ambitieux et novateur et unique, une véritable anomalie filmique au carrefour des influences et des médias. Neil Blomkamp aura toutefois accès à un laboratoire filmique qu'il a appelé Haute Production, dont le but était de créer des courts-métrages ambitieux visuellement et dépendants de concepts, le but étant de reproduire la méthodologie de Alive in Joburg pour un partenariat avec Steam, une plateforme de jeux vidéo, afin de prolonger un des courts-métrages de cette série en long-métrage. Mais après l'annulation du partenariat pour Steam, Neil Blomkamp a finalement décidé de publier ses courts-métrages gratuitement sur YouTube. Neil Blomkamp aura tenté jusqu'au bout de retrouver la magie de la recette miraculeuse de District 9, mais ce film restera encore longtemps un miracle dans sa conception comme dans ce qu'il représente. Le film bénéficie également d'une écriture réaliste et véritablement coup de poing dans ses scènes d'action mais aussi dans sa narration. Son protagoniste, Vicus, brillamment incarné par Sharlto Copley, un acteur sud-africain habitué des réalisations de Blomkamp, est un homme profondément antipathique, un gratte-papier lâche, opportuniste, raciste, profondément incompétent et pistonné. Mais plutôt que de sombrer dans un propos manichéen et simpliste, il offre au public la possibilité de suivre le déroulement de son film à travers les yeux d'un homme lambda, persuadé d'être du bon côté du système, mais qu'ouvrira les yeux au fur et à mesure. Une particularité de son approche narrative, le croisement des influences et des médias entre archives réelles et fictives, font de District 9 une anomalie. La présentation du film très factuelle, par une approche du style faux documentaire, comme je l'ai mentionné plus haut, vient appuyer la narration de District 9 dans quelque chose de réel, comme pour s'éloigner au plus possible des gros blockbusters américains de science-fiction, comme Independence Day par exemple. La présence des extraterrestres dans le film n'a rien d'extraordinaire, et ils semblent habiter le paysage depuis bien assez longtemps pour que cela semble être une habitude pour les personnages. Ils ne sont jamais filmés comme des créatures fantastiques, mais ils semblent très ordinaires. Comme leur présence n'est plus une surprise pour les habitants de Johannesburg, il doit en être autant pour le spectateur. Le film abandonnera sa présentation faux documentaire et avancera de plus en plus vers celle d'un véritable film de fiction, car réaliser le film en faux documentaire dans toute sa progression aurait été trop long et aurait ralenti l'implication du spectateur. La caméra est d'abord intradiégétique, c'est-à-dire qu'elle est portée par un caméraman qui est un acteur qui fait partie de la fiction qui est racontée, comme dans Cloverfield ou dans le projet Blair Witch, bref, comme dans un found footage. Elle est d'abord portée avant de se libérer de ses entraves pour mieux suivre Vicus dans sa quête dans laquelle il changera autant physiquement que moralement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos et à cliquer sur j'aime, ça m'encourage énormément à continuer de vous parler de cinéma. La suite arrive très bientôt, d'ici là n'oubliez pas, méfiez-vous des crevettes. C'est tout pour moi, et comme dit Tarantino, vive le cinéma.